appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Samedi 8 mars, téléspectateurs de la Moto TV, bienvenue dans ce grand numéro, bienvenue dans cette grande émission. Écho de l'UAC, c'est votre grande émission scientifique qui se passe chaque jour, chaque samedi, à partir des 13h45 jusqu'à 14h25. Téléspectateurs, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Je vous salue tout de même. Et si je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ces grands numéros, la première du mois de mars. Vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des bistrots, vous êtes dans des bureaux, vous êtes dans vos voitures, vous êtes partout à travers le quatre coins de la ville de Butembo. Téléspectateurs, nous vous disons merci et surtout, sentez-vous à l'aise car le meilleur arrive. Comme vous le savez très bien, Écho de l'UAC, une grande émission est composé de trois rubriques, notamment la rubrique Actualité, la découverte d'une des facultés qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo, mais aussi la grande rubrique, d'ailleurs la rubrique que vous aimez tant, débat. Et pour aujourd'hui, avant de nous plonger dans ce vif, soit le vif de l'émission, nous allons tout d'abord souhaiter une excellente fête du 8 mars à toutes les mamans, à toutes les filles, à toutes les dames qui nous suivent à pareil instant. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre fête. Nous n'allons pas vraiment passer ça pour vous donner quelque chose à titre de reconnaissance, à titre de visibilité. C'est pour cela que je vous propose ces petits morceaux qu'a prévu notre DJ. Une mélodie pour la famille, pour la femme africaine. Na 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 na. Elle est belle, elle est bonne, elle est charismatique. La femme africaine, rien n'est plus beau que son regard et la vision qu'elle porte en elle. C'est dans ses mains que l'Afrique était bercée. C'est par ses mots que l'Afrique a progressé. Tellement courageuse, courageuse, toujours déterminée, affectueuse, affectueuse, toujours pleine de qualités. Yeah, yeah. Femme africaine, celle que le bonheur que tu nous amènes, t'es toujours la même, femme de valeur, maman africaine. Hey. Oh, 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 oh. Merci à la femme africaine. Merci à la femme africaine. Oh, na 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 na. Merci à la femme africaine. Merci à la femme africaine. Et où est la beauté de l'Afrique? C'est toi la femme africaine. La bonté au cœur de l'Afrique, c'est toi la femme africaine. Tu fertilises
brise les sols d'Afrique. Oh, femme africaine, t'as un cœur débordé d'amour jusqu'à ce qu'il coule dans tes veines. Si tu prêtais ton cœur au monde, le monde serait sans haine. Le monde serait plus libre, toi tu briserais ses chaînes. Et t'es belle comme une fleur connue. Connue du ciel, connue des hommes, connue des astres connus. Comme la plus belle œuvre d'art de toutes les œuvres de Dieu. Tu sais, le monde est aveuglé, prête au monde tes yeux. Ouvre tes yeux, regarde le monde. Le reflet de l'humanité ne se voit que dans tes yeux, aux femmes. Merci à la femme africaine. 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 Ce sont les bruits des armes, contemplant la fleur du monde. Les temps de sécher nos larmes, contemplant la fleur du monde. La beauté du Congo, la beauté du Togo. La femme belle à la peau noire, les diamants d'Afrique. La beauté de l'Algérie, la beauté de Libye. La femme de l'Afrique arabe, la beauté magique. Elle est courageuse, elle est affectueuse. Cessez de me parler de la Joconde, moi j'ai la femme Africa. Elle est travailleuse, elle est femme vertueuse. Cessez de me parler des Vénus, moi j'ai la femme Africa. Tu sais t'es pas comme elle, toi t'incarnes la valeur. Prête au monde, ton cœur, tu sais le cœur du monde est en crise depuis. Ouvre tes yeux, regarde le monde. Le reflet de l'humanité ne se voit que dans tes yeux, aux femmes. Merci à la femme africaine. La beauté africaine. Merci à la femme africaine. Merci à la femme africaine. Splénétique. Et voilà, téléspectateurs, voilà, c'est par cette chanson, c'est par cette belle séquence chantée par Vikael, et Vikael, la star de la vie de Boutembo, que nous souhaitons une excellente fête à toutes les mamans qui nous suivent à pareil instant. Vous êtes vraiment, des personnes importantes, vous êtes vraiment qualifiées, vous avez une grande valeur, vous représentez beaucoup pour nous. C'est pour cela que clé d'œil à vous. Chers téléspectateurs, c'est par là que nous nous plongeons dans les vifs de cette grande émission. Comme vous le savez, après cette rubrique actualité, nous nous plongeons donc dans les vifs, soit dans la thématique même de l'émission. Et pour aujourd'hui, nous allons encore une fois faire un focus sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo en général, à l'est du pays en particulier. C'est pour cela que pour aujourd'hui, nous allons essayer de skipiler autour de la thématique effort diplomatique du gouvernement congolais dans la restauration de la paix à l'est du pays, sanctions internationales contre le Rwanda. Voilà donc la thématique que nous allons développer dans cette émission. Vous voulez faire partie des nôtres, titonnez seulement le numéro qui est en pan de vos postes téléviseurs et vous allez nous joindre sans problème. Pour alors développer cette thématique, nous avons invité pour vous, c'est samedi 8 mars, Monsieur Arsène Kaputu. Il est enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Monsieur Arsène Kaputu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. C'est pour nous une grande joie de vous recevoir sur les plateaux de la Moto TV. D'ailleurs, pour la première fois dans cette émission Éco-Dédiacée, vous vous sentez comment? C'est aussi un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau, surtout partager avec les téléspectateurs cette émission. C'est en tout cas un honneur et un plaisir. Voilà, merci monsieur Arsène Kaputu. Je rappelle que vous êtes enseignant au sein de l'université officielle de Rwenzori, IOWER. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous demander de me faire un aperçu général sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo actuellement. L'Est de la République démocratique du Congo est secoué par une insécurité récurrente depuis les années 1994, surtout 1994 avec le génocide du Rwanda lorsque les Zaïre à l'époque a reçu ou a accueilli les réfugiés Hutus qui fouillaient la réplique farouche de Tutsis à travers le front patriotique rwandais qui était chapeauté par Paul Kagame. Et lorsqu'on les a accueillis, ils sont venus chez nous, ces réfugiés, et les militaires et les civils. Et ces militaires, lorsqu'ils sont arrivés à l'Est de la République démocratique du Congo, ils ont créé ce qu'on appelle les FDLR, donc Force démocratique pour la libération du Rwanda, ce qui est devenu
une menace, selon même les propos du Rwanda, une menace permanente par rapport à la stabilité du Rwanda, ce qui fait que le Rwanda a toujours pris ça comme échappatoire pour intervenir à l'est de la République démocratique du Congo et malheureusement secouer la stabilité et la culture de la population congolaise. Voilà ce qui continue aujourd'hui à travers différentes formes, alors que avant c'était l'AFDEL, aujourd'hui, après c'est devenu les RCD, les CNDP et les M23 aujourd'hui. C'est la même formule qui est utilisée par Kagame pour non seulement chasser l'FDLR, qui est l'échappatoire, mais aussi piller les ressources congolaises sous les impuissants de, entre guillemets, la communauté internationale. Voilà, et actuellement, ça fait déjà au moins un mois que la province du Nord Kivu est découpée de sa tête. Les M23 qui gèrent Bukavu, qui gèrent Goma, et sans vraiment une certaine riposte, une riposte quelconque du côté du gouvernement congolais, mais aussi on voit le gouvernement qui est en train d'entreprendre des mécanismes, notamment avec des gens, la Senko, qui ne cesse de faire le tour, voir si cette situation peut être réglée pacifiquement. Alors, faut-il vraiment s'attendre à grand-chose de la part des activités diplomatiques que le gouvernement est en train d'entreprendre un mois après la prise de la ville de Goma, mais aussi celle de Bukavu? En tant que citoyen congolais, et je peux dire qu'il faut s'attendre à un résultat positif, même s'il ne sera pas là demain ou après-demain. Mais aussi, la diplomatie, c'est une des activités des États. Ça veut dire, lorsque l'État existe, il doit collaborer, il doit coopérer avec les autres États à travers ce qu'on appelle maintenant la diplomatie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tout un ministère qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de cette question pour faire vendre l'image, la bonne image d'un État X à l'étranger et aussi, à travers cette coopération, bénéficier des avantages que l'État Y peut apporter à l'État X. Et aussi, faudra-t-il dire que les chefs de la diplomatie d'un État, c'est d'abord le président de la République. De la République, bien sûr. Après, il y a le Premier ministre et maintenant, les techniciens, c'est le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, à collaborer avec d'autres ministères qui interviennent dans ces sens d'une manière ou d'une autre. Même les ministères du commerce extérieur fait aussi la diplomatie. On sait d'un État. Il y a aussi les ministères même du sport, de la culture. Le fait que, par exemple, les léopards peuvent livrer un match à l'étranger. Déjà, c'est une diplomatie culturelle que notre État mène et toutes les victoires que nous pouvons remporter à l'étranger vont à l'actif de notre État. Voilà, et peut d'une manière, de toute façon, ramasser ce qu'il faut dire par rapport à la diplomatie. Mais alors, lorsque à RDC, les institutions, quand je parle ici des institutions, surtout l'exécutif, est en train d'aller par-ci, par-là pour faire voir, entre guillemets, à la communauté internationale qui n'existe pas selon moi. Ce qui se passe à la République démocratique du Congo, il y a des avancées significatives. Faut-il le rappeler ici, les débats qu'a engagé la ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autres États du monde ont compris que, en tout cas, le Rwanda, non seulement agressé l'État congolais, mais aussi pillé les ressources congolaises. Nous sommes presque à un mois de la prise de la ville de Goma, Bukavu. Est-ce que ces différentes manières vont payer au moins? Oui, ça va payer, mais comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas quand est-ce que les résultats escomptés vont se présenter. Rappelez-vous, il est facile de préparer la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce que la guerre finit. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait déjà des sanctions qui commencent à tomber sur les Rwandais, contre les Rwandais, c'est déjà un point positif par rapport à la diplomatie congolaise. Le fait que les autres États du monde pointent aussi, parce qu'avant on disait que ce serait... Excusez, monsieur Arsène, mais est-ce que à l'heure actuelle, les sanctions sont utiles à l'heure actuelle? Les sanctions sont utiles dans la mesure où elles freinent certains partenaires d'un État X à s'impliquer encore dans ces activités. Mais ces actions-là, comme les États sont souverains, on ne peut pas emprisonner un État. Ce sont des sanctions qui sont infligées à un État X pour lui dire que ton comportement sur la scène internationale est déjà décrié par la plupart des membres des organisations internationales. Mais alors, pour que ces sanctions soient vécues par les citoyens lambda, il faut maintenant que l'armée intervienne.
Parce que quand on sanctionne, c'est à l'international. Mais nous, chez nous aussi, on sait de notre État, nous devons maintenant prendre des mécanismes ou des dispositions pratiques qui vont permettre que ces sanctions-là soient aussi respectées par l'État agresseur, aussi que nous puissions les mettre dans les conditions de réfléchir 2 fois avant de nous attaquer encore un autre jour. Mais alors, aujourd'hui, comme la guerre là, a commencé il y a cela 30 ans, déjà 30 ans, on ne peut pas dire que dans un mois, on va la finir. Non. Ça veut dire que ça prendra beaucoup de temps. Et l'état là que ça prendra, malheureusement, les victimes, ce sont les citoyens congolais, ce sont les biens des Congolais qui sont en train de partir, ce sont les richesses congolaises qui sont en train d'être pillées. Mais au moins les institutions font de leur mieux pour que la situation change positivement. Et il ne faut pas seulement que nous nous attendions à ce que font les institutions, même nous les citoyens. Nous sommes aussi des diplomates de notre État. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dépourvus de certains droits. On n'a plus vraiment, comme à Goma, on ne peut plus manifester, on ne peut plus vraiment riposter clairement comme ça. Est-ce que, avec les citoyens, avec les différentes actions que peuvent mener les citoyens, ça peut aussi vraiment nous aider à l'heure actuelle? Les actions que peuvent mener les citoyens, c'est dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle du M23. Parce qu'il faudra dire que le M23, c'est une rébellion. Et la rébellion, c'est tout simplement une organisation sans loi, qui ne respecte aucune loi. C'est la raison pour laquelle l'M23 est en train de massacrer à Goma. Et massacrer signifie violation grave des droits humains. Et quand il y a violation grave des droits humains, l'M23 ne peut plus dire à la communauté internationale ou au monde entier que c'est lui qui va améliorer et continuer la population congolaise. Alors que le petit moment pendant lequel il est en train de gérer les 2 villes, les 2 grandes villes, Goma, Bukavu, et les autres entités sous son contrôle, on voit qu'il y a beaucoup plus de violations graves des droits humains. Ça veut dire que l'M23 n'a pas de leçons à donner aux institutions. Et tout ce que l'M23 pouvait présenter comme faille des institutions actuelles, c'était des échappatoires inutiles. Mais les M23 qui sont en train de menacer le droit humain, comme vous venez de le dire, de piller, de violer, alors que l'Union européenne, l'Union internationale s'est fait passer vraiment pour les défenseurs de droits humains, mais au moins ça se passe sous l'œil impuissant de ces institutions. Pouvons-nous qualifier ça de complicité? Ça s'appelle l'hypocrisie internationale. Et cette hypocrisie, c'est pourquoi ce ne sont pas les Congolais qui intéressent les étrangers. Ce sont les richesses congolaises qui intéressent ces gens-là. Autrement dit, ils sont prêts à marcher même sur autant de cadavres des Congolais pour qu'ils aient les coltas de Roubaïa et nous fabriquer des smartphones et beaucoup d'autres trucs. Et il faut faire les affaires. Et la grande difficulté, ce ne sont pas ces organisations-là qui prennent des grandes décisions. Ce sont les sociétés multinationales qui imposent leur position aux États d'où ils sont, à leurs États, pour que maintenant ces États-là passent ces messages diplomatiquement ou à travers les institutions. Ce qui fait que la politique internationale ou la politique étrangère d'un État, surtout quand je prends les États-Unis d'Amérique, même la France, elle n'est pas définie par les gouvernements français ou américains. Ce sont les opérateurs économiques installés dans un État, par exemple si c'est à RDC, ce sont les opérateurs économiques américains installés à RDC qui disent aux États-Unis ce que les États-Unis peuvent faire en RDC. Mais pendant ce temps, au moins il y a des opérateurs économiques américains, français qui sont ici. Pourquoi ils n'arrivent pas vraiment à les dire comme vous venez de les souligner? Parce qu'ils sont ici, ils veulent seulement s'enrichir. Peu importe les moyens par lesquels ils peuvent passer. Et d'ailleurs, quand ils passent par la rébellion comme l'M23, ils achètent 10 fois moins cher que comme ils achèteraient à travers. Donc dans les marchés gagnant-gagnant RDC et les États. Ce qui fait que, comme opérateurs économiques, ils disent c'est mieux de passer par les rébellions pour accéder à ces matières premières, et quand ils vont nous produire, quand ils vont nous présenter des produits finis, les bénéfices deviennent 10 fois plus supérieurs que quand ils le feraient avec une institution légalement établie. Dans une voie normale. Mais alors, est-ce que donc on peut se passer de l'Union africaine, non, de l'Union internationale? Vraiment, est-ce qu'on peut encore espérer? Personnellement, j'ai toujours dit que seuls les FARDC, la police
et les institutions congolaises peuvent trouver Mais une solution durable à l'insécurité à l'est de la RDC. Comptez sur les forces étrangères, comptez sur cette ONU, comptez sur cette Union africaine, sur cette Union européenne, c'est perdre du temps. Pourquoi? Parce que les sécurités de la RDC dépendent de la stabilité du Rwanda et de l'Ouganda. oui. Autrement dit, les malheurs des uns fait les bonheurs On est des des autres, oui. Et donc, comme nous nous sentons dans les malheurs, il revient à nous de lutter pour nous arracher des griffes de ces agresseurs. Mais tant que nous ne le ferons pas, nous, comme État, en tout cas, je ne vois pas ces autres États-là venir. Et tout simplement parce que un État X sanctionne, par exemple, les parlements européens a sanctionné les Rwandais, Les Rwandais, oui. mais l'Union européenne, comme pouvoir exécutif, ne veut pas appliquer les sanctions. Ouais. Parce que l'Union européenne bénéficie aussi des ressources congolaises qui sont pillées par les Rwandais Oui. pour les avoir facilement. Mais aussi, un autre aspect, maintenant que les institutions aujourd'hui commencent à démasquer sur le plan diplomatique, c'est le fait que depuis longtemps, Kagame a menti aux gens, a vendu donc, les génocides rwandais Oui, oui. comme un motif pour lequel il doit sécuriser l'Est de la RDC, parce qu'il dit tant que l'FDLR sera à l'Est de la RDC, le Rwanda donc doit intervenir pour mettre fin à ce mouvement-là rebelle. Et pourtant, si on fait un calcul simple, en 1994, Oui. la plupart des militaires avaient plus ou moins 30 ans. Les militaires rwandais qui étaient dans la rébellion avaient 30 ans. Oui. Et aujourd'hui, c'est là 30 ans. 30 ans. Ça veut dire qu'ils ont déjà au moins 60 ans. 60 ans, oui. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a 60 ans peut constituer encore une menace, sans compter ceux qui sont décédés? Oui. Sans compter ceux qui sont décédés. Voilà. La raison pour laquelle les Rwandais veulent intervenir ici, ce ne sont pas les FDLR. Oui. C'est seulement piller les ressources congolaises. Et aussi, il y a un autre aspect que nous oublions, peut-être que je partage avec les téléspectateurs de Moto TV, c'est que la RDC, il est vaste. Oui. Et quand on fait un calcul sombre sur le plan démographique, lorsqu'on prend plus ou moins 105 millions d'habitants congolais, vous les divisez sur 2345 410 km², vous trouvez à peu près 40 habitants au kilomètre carré. Alors qu'au Rwanda, il y a une population d'environ plus ou moins, si pas 12 millions, si pas 15 millions. Lorsque vous divisez par rapport à ces superficies, vous trouvez à peu près 485 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que les Rwandais sont devenus plus nombreux que les Rwandais. Ah, oui. Et les Congolais sont moins nombreux que les Congos. Et les Rwandais trouvent que l'espace où il faut déverser donc une partie de sa population, c'est à RDC et surtout dans l'Est. Et puis donc, on peut confirmer vraiment cette hypothèse selon laquelle c'est aussi un problème d'occupation. Oui. Et pour preuve, il y a des populations qui sont déversées sur des entités. Lorsque vous attendez parler des Boga, arrivez-y. Vous verrez qu'il y a des populations. D'ailleurs, ici, on parlait de populations d'origine inconnue. Inconnue. Lorsqu'il y avait un mouvement Petit Nord vers le Grand Nord. Jusqu'à ce que le gouvernement provincial de l'époque avait dit que c'était des populations d'origine inconnue. Ça veut dire que ce n'étaient pas des populations congolaises. Elles venaient de quelque part, mais on les transplantait de l'autre côté. Oui. Et aussi, ce que nous subissons aujourd'hui, donc à part cet aspect, c'est la recherche des terres. Des terres, oui. Qui est une des raisons pour lesquelles les Rwandais continuent à nous agresser. La deuxième réflexion, pour prouver ce qu'on appelle l'hypocrisie internationale, c'est cette, entre guillemets, communauté internationale qui avait obligé aux Zaïre d'installer les réfugiés rwandais qui fouillaient la riposte d'IFPR, les lots de frontières congolaises, alors que le gouvernement congolais de l'époque, Mobutu avec, à cette époque, le premier ministre était Léo Kengwadondo, et avait estimé qu'on allait prendre ces populations-là et les amener plus ou moins en Équateur, dans les faits fonds de la forêt équatoriale, pour éviter que les Rwandais ne puissent pas continuer à dire qu'il y a une menace permanente à ces frontières. Et la communauté internationale avait refusé cette option parce qu'elle-même savait que ce serait une occasion pour fragiliser la République démocratique du Congo, parce que l'Union européenne, comme l'ONU de façon générale, ils savent cette phrase chère à Frantz Fanon: l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve à RDC. Ils savent que le jour où la RDC sera debout, alors correctement debout, ce sera maintenant le développement de toute l'Afrique. Et donc le développement de toute l'Afrique signifiera aussi
la pauvreté de l'Europe. Et comme ils le savent, ils se disent, mais il faut continuer à maintenir ces gens dans cette situation-là pour que nous continuions à vivre. Ça veut dire que les Européens et les Occidentaux, là, ils continuent à nous payer comme pendant la colonisation. Et vous le savez, que la prospérité de la Belgique dépend de ce rôle joué pendant la colonisation, pendant l'État indépendant du Congo, pendant le Congo belge. La France aujourd'hui, sa prospérité dépend de son intervention à travers les pays de l'Afrique occidentale avec le franc CFA. Le jour où ces États-là refuseront le franc CFA, la France risquerait de tomber. Et donc, avec cet élan, on peut vraiment désespérer. Donc, on peut dire que vraiment les efforts là, les tours que, en fait, la RDC qui est en train de négocier par-ci par-là, on peut dire que est-ce que ça finira par aboutir vraiment? La guerre, comme le disait quelqu'un, c'est un arbre qui cache la forêt. Et pour couper cette forêt-là, une seule main ne suffit pas, une seule stratégie ne suffit pas, un seul instrument ne suffit pas. Ce qui fait qu'en présence d'une guerre, parce que Mao Tse-tung avait dit, la politique c'est la guerre sans effusion du sang, alors que la guerre c'est la politique avec effusion du sang. Ça va. Ça veut dire, s'il faut mettre fin à la guerre, et toutes les théories de géostratégie de relations internationales, j'ai démontré, toutes les guerres du monde finissent toujours autour d'une table. Oui. Même s'il y a un vainqueur et un vaincu, la guerre finit toujours autour d'une table. Mais donc, peu importe la façon dont les formats dans lesquels cette négociation va se dérouler. Si vous le permettez, donc vous soutenez l'idée selon laquelle il faut que les deux pays se mettent autour d'une table pour trancher ces problèmes. Vous soutenez au moins cette idée? C'est pourquoi il y a le processus de Luanda. Il y a le processus de Luanda. Merci, téléspectateurs. C'est vraiment intéressant. Lui, c'est Arsène Kaputu, enseignant au sein de l'université officielle de Rwenzori IOR. Il est vraiment chercheur en sciences politiques. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à nous suivre, cette émission, une grande émission scientifique, vraiment très très scientifique, vous l'avez constaté. Et si vous voulez faire partie si vous voulez intervenir dans cette émission, vous pouvez seulement composer les numéros qui est en bas de vos postes téléviseurs pour nous écrire, et peut-être, si l'État nous permet, on va vous lire. Il y a déjà des gens qui commencent à nous écrire. Permettez, d'ici là, si le temps nous l'autorise, on va devoir vous lire. Mais avant que cela ne tienne, avant de se plonger vers le soir, dans les soirs vraiment de cette émission, je vous demande de me donner juste une petite virgule, une petite pause, et nous allons passer à l'étape des pistes et des solutions. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez.
Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Voilà, nous allons pratiquer les changements et les développements avec l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Et téléspectateurs, nous sommes toujours là, nous sommes encore là. Et comme vous le savez bien, nous sommes en train de scupuler autour de la thématique effort diplomatique du gouvernement congolais dans la restauration de la paix à l'est du pays, sanctions internationales contre le Rwanda. Et nous sommes avec monsieur Arsène Kaputu, il est enseignant au sein de l'université officielle de Rwenzori et chercheur dans les domaines des sciences politiques. Et alors, très cher invité, après les différentes réponses que vous nous avez fournies, alors est-ce que à la fin, après tout, on peut dire que, est-ce qu'on peut encore espérer un retour, soit une restauration de la paix au sein de notre pays, surtout à l'Est? Ouais, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ouais, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais au moins, ça fait moins de 30 ans déjà. Oui, ça fait déjà 30 ans. Et il faudra dire, peut-être que je vais soit rappeler certains qui ont vécu la Deuxième République. Aujourd'hui, le rôle que joue Kagame dans la région de Grand Lac, c'est le rôle qu'avait joué Mobutu dans la région de Grand Lac, oui, pendant les années, donc vers les années 65, jusqu'à surtout 90. Oui. Et ce qu'il faut dire, comme je l'ai toujours dit aussi personnellement, lorsque nous soutenons les institutions, opposition politique ou majorité, en temps de guerre, on doit s'unir et laisser ces petites divisions, ces petites tractations pour des intérêts d'ici, par-ci, par-là. Et vous voyez là, cette sortie médiatique, cette sortie diplomatique, surtout avec la ministre des Affaires étrangères, oui, elle nous a fait découvrir beaucoup de choses. Lorsqu'elle a écrit au PSG, Paris Saint-Germain, oui, je crois qu'il y a une autre équipe, c'est Manchester, c'est pas. Oui, oui. Pour leur dire que voilà, leur accompagnement au Rwanda, c'était une façon de soutenir les sacs congolais. Oui. Les gens ont traité cette dame qu'elle se perdait de vue. Mais les impacts continuent à se manifester. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fans de ces équipes-là, lorsqu'ils donnent des contributions à l'équipe et que cette équipe peut venir soutenir d'une manière ou d'une autre le Rwanda, c'est comme si ces fans-là sont en train de contribuer à la guerre à l'est de la RDC. Voilà. Et certaines équipes, donc certains staffs de ces équipes, certains membres commencent à dire, donc nous devons recadrer nos tirs. Oui. Donc si ces équipes-là cessent leur rapport vis-à-vis du Rwanda, le Rwanda va subir une secousse. Lorsque la Commission internationale des droits de l'homme sanctionne le Rwanda et ne vote même pas pour le Rwanda, oui, c'est une façon de dire que toutes les ONG, entre guillemets ONG, qui prônent l'humanisme, oui, et qui donnent de l'argent au Rwanda, en réalité se trompent en disant qu'elles prônent l'humanisme, mais plutôt elles sont en train de contribuer à la guerre. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même reconnaît et constate que c'est le Rwanda qui fait la guerre à RDC, les débats changent. Ce n'est plus les 23 donc. Oui. Et c'est comme ça que le président de la République, il appelle les membres du M23 des panthères. Tout simplement parce que ce ne sont pas ces gens-là qui sont en train de faire la guerre, mais Kagame est en train de les manipuler. Rappelez-vous, c'est que M. Nanga est en train d'oublier, Corneille Nanga. Il va jouer exactement le même rôle qu'avait joué l'ancien président rwandais, le pasteur Bizimungu, quand Kagame était vice-président. Oui. C'est Kagame qui prenait toutes les décisions. Bizimungu n'était là seulement pour la signature. Et pour preuve, lorsque vous voyez les différents arrêtés qui nomment les gouverneurs, oui, et des vice-gouverneurs, et ils disent que vu la Constitution de la RDC, c'est une violation grave de la Constitution. La Constitution congolaise ne reconnaît jamais des vice-gouverneurs. Voilà. Mais il se réfère à cette Constitution, une violation. Qui nomme? C'est le président du M23 qui nomme. Oui. Ce n'est pas l'AFC. Nanga, c'est seulement l'approbation. Donc, il peut ne pas prouver, mais la nomination est déjà là. Donc, c'est le vice-président de l'AFC qui est en réalité les patrons. Et Nanga est seulement là pour la signature. Il ne doit pas oublier, lorsque l'RCD a commencé en 98,
Et là, il a évolué lors des dialogues intercongolais de Sun City. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Zara Serouber. Oui. Mais quand on a nommé le vice-président, le Rwanda maintenant a proposé son nom. Et les professeurs Wamba Diawamba et les autres ont été oubliés. Ça veut dire, si par malheur, j'ai dit si par malheur, Kinshasa négocie officiellement avec les M23 Oui. et qu'il y a partage du gâteau, Nanga peut se retrouver en train de manger les os et la chair sera en train d'être consommée par un gouvernement. Voilà. Et tout Congolais donc, qui soutient cette rébellion aujourd'hui, il doit se détromper. Il est encore temps qu'il se confesse. Parce que l'État congolais peut les pardonner, peut-être. Oui. Mais comme ils ont commis des infractions, mais la justice ne va pas le pardonner. Oui. On peut les traîner. Et c'est une façon de dire aujourd'hui que même ce que nous subissons comme secousse aujourd'hui, c'est un 23 bis, c'est par mécontentement de certains. Et ça ne peut pas s'expliquer. Comment quelqu'un qui a été président de la CENI, donc il prend la démocratie, Oui. mais il prend les armes. C'est contradictoire et ça ne passe pas. Mais est-ce qu'on peut pas... Si ce n'est pas seulement le mécontentement, ça ne peut pas s'expliquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que peut-être c'est un règlement de compte, peut-être qu'il y a des accords que les uns et les autres n'ont pas pu respecter? C'est ce que je suis en train d'appeler mécontentement. Oui. Parce qu'on a touché à ces petits intérêts. Mais je suis prêt à verser les soldes congolais pour ça. Mais aussi, de l'autre côté, il y a l'ex-président de la République, Joseph Kabila, Ouais. qui a aussi tenu des propos. Qu'en dites-vous aussi? Qu'en pensez? En tout cas, quand j'ai écouté aussi les propos de l'ex-président de la République, sénateur à vie de surcroît, tous ces charismes qui étaient autour de Socidas, non. En tout cas, ce n'était pas à la hauteur de ces charismes qu'il avait. Mais alors, son discours est parti dans le sens de ceux qui soutiennent la rébellion. Oui. C'est là la difficulté des opposants congolais, des opposants politiques congolais. L'opposant politique congolais, il croit que pendant la guerre, il peut toujours s'opposer même à ce qu'il faut les institutions. Voilà. Alors que pendant la guerre, il devrait plutôt proposer des pistes de solutions et se taire. Ce qui fait que quand vous tenez un discours qui va dans le sens de la rébellion, Oui. vous devenez d'office et communicateur de la rébellion. La rébellion. Tous ces jeunes gens qui partagent des messages qui vont dans le sens de louer les M23 Oui. deviennent d'office des complices dans cette guerre. Alors, s'il y a des gens qui continuent à mourir, même ces gens-là qui, par imprudence, par ignorance, transfèrent ces messages de temps à autre, en tout cas, sont parmi les gens, les acteurs indirects de ceux qui sont en train de verser les salaires congolais. Et la diplomatie a fait que il s'est prononcé malheureusement à l'étranger. S'il allait le dire ici au pays, on comprendrait. En tout cas, son discours, il a... Mais monsieur Arsène, est-ce qu'on peut pas aussi songer à peut-être à un certain dialogue entre le président actuel, Félix Tshisekedi, mais aussi l'ex-président, car le discours de l'ex-président est venu après juste la déclaration du président Tshisekedi, qui avait aussi dit que c'est Kabila vraiment, c'est Joseph Kabila qui soutenait cette rébellion. S'il allait se taire encore là-bas, ça serait mieux. Parce que les propos qu'il a sortis sont partis dans le sens d'être ridicules plus ou moins, entre guillemets. Ne pensez-vous pas qu'ils peuvent se mettre... Les dialogues là, je crois que l'ex-président de la République, il ne faut pas le prendre comme un citoyen ordinaire. Oui. C'est un membre des institutions, c'est un sénateur à vie. Oui. Or, les institutions doivent accompagner les présidents de la République. Et surtout lui, comme ancien président de la République, c'est lui qui dirait à Tshisekedi comment est-ce qu'il a fait pour mettre fin à la guerre. Lorsqu'il a dit qu'il ne faut pas que les forces étrangères viennent chez nous, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les interventions de forces étrangères à RDC. Oui. Mais dans le contexte actuel, sa position-là n'avait pas sa raison d'être. Pour preuve, il ne faut pas qu'il oublie lui-même et les autres. Lorsque l'RCD avait menacé Kinshasa, quand son père, Laurent Désiré Kabila, était président de la République, oui. C'est cette même force de la SADC qui a sauvé Kinshasa. Mais les Rwandais avaient déjà pris Kinshasa. Et c'est avec l'intervention de la force de la SADC que les rebelles d'IRCD avaient fui, la plupart en Angola, pour rentrer au Rwanda. Cette opération était commandée par James Kabarebe.
En cette époque, il était ministre, je crois, de la Défense rwandaise. Le dialogue, il est toujours permanent dans les institutions. Oui. Il est toujours permanent. C'est le sénateur. S'il veut dialoguer, s'il a un message à transmettre au président de la République, il écrit au président du Sénat et le président du Sénat transmet les messages au président de la République. Ou s'il ne veut pas, lui-même peut demander, il peut solliciter une audience auprès du président de la République. S'il nous veut les recevoir comme chef de l'État honoraire. Mais on peut dire que peut-être le président actuel n'a même pas vraiment le contrôle, soit le pouvoir sur les sénateurs. Le sénateur. Ouais. Avoir le contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il a la majorité parlementaire, il a le contrôle. Mais il ne peut pas contrôler les cœurs des gens. Oui, malheureusement. Mais les institutions, il a le contrôle des institutions. Et ce qui arrive, la guerre arrive dans tous les États. Les États-Unis que nous voyons aujourd'hui ont été aussi humiliés par la colonisation. La France que nous voyons, elle a déjà été aussi humiliée par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Rwandais ici que nous voyons, il a été plusieurs fois humilié. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Congolais ont secoué les Allemands qui soutenaient les Rwandais avant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que les Rwandais aient été annexés à la RDC. Oui. C'est par manque de respect que même les Rwandais peuvent se permettre de manquer du respect aux Congolais. Ils ont été une province de la RDC. Les Rwandais et les Burundi. Mais malheureusement, qui semble être costaud actuellement, qui nous menace. C'est vrai. Vous savez, il y a quand quelqu'un politiquement devient costaud, c'est pas lui qui est costaud. On l'utilise. Alors, le prof Kitsur avait dit ceci à Géopolitique, il avait dit, il est dit généralement que pour manger avec le diable, il faut préparer de longues fourchettes. Pour manger avec pour prétendre à lever les morceaux là qui va être. Oui. Ça, c'est ce qu'il dit généralement. Mais il a dit à Géopolitique, pour manger avec les... Si vous voulez manger, il faut être prêt à jeter vos longues fourchettes et mettre votre main avec le diable dans la même qui va être. Ça veut dire, si aujourd'hui, la RDC veut, dans le futur, devenir très forte, nous devons nous choisir un géant parmi les géants du monde. Là, je parle des États géants. Nous acceptons qu'ils viennent aussi piller nos ressources. Mais officiellement, si, pendant cet état-là, et là je vais être peut-être radical, si cet état-là nous faisait donner une bombe atomique, ne fût-ce qu'une seule, oui, tous les autres États de l'Afrique centrale vont nous respecter. Parce qu'à la moindre escarmouche, on largue la bombe et on voit les conséquences. Voilà. Merci. Alors comme nous sommes en train de citer, 30 ans de guerre à l'est de la RDC, le M23 qui contrôle déjà deux grandes villes d'ailleurs, mais aussi d'autres entités, et des dialogues sortis, mais en vain. Selon vous, que pouvons-nous encore faire? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire? Qu'est-ce que le président particulièrement peut faire pour peut-être arranger cette situation? La première des choses, il faut investir sérieusement et courageusement dans les FARDC de la police. C'est-à-dire équiper cette armée de telle sorte qu'elle soit capable de mener la guerre à temps et à contre-temps. Oui. Deuxièmement, il faut que le peuple congolais accompagne le gouvernement. Accompagner le gouvernement signifie lui fournir des informations en temps réel. Et ne pas attendre que vous soyez canardé pour dire, oh, vous voyez des mouvements suspects. Voilà. Mais quand vous voyez des mouvements suspects qui vous le dites, vous devenez complice. Aux institutions, de donner des moyens. Quand je parle de moyens, ici c'est l'argent. Et de faire le contrôle sérieux de la façon dont cet argent est en train d'être utilisé pour que, quand les militaires vont se battre sur le front, qu'ils soient sûrs qu'ils se battent pour une cause noble. Ce qui fait que ce contrôle des moyens doit signifier aussi nettoyer l'armée. Oui. Parce que cette armée que nous avons, bien sûr, c'est la seule que nous avons, mais qui a été filtrée par le Rwanda à travers le brassage et le mixage des médias. Mais à son premier quinquennat, le président avait au moins songé à cela, en emprisonnant certains, en chassant certains. Est-ce qu'on peut dire que vraiment les infiltrés sont toujours dans l'armée? Ouais. Beaucoup d'officiers généraux, ce sont les anciens bénéficiaires des accords de Goma. Beaucoup d'autres officiers généraux, ce sont les anciens bénéficiaires du brassage de 2005.
Et à part ça, j'ai toujours estimé que tout membre du gouvernement n'est pas un communicateur. Il y a tout un ministère de la communication. Lorsque chacun veut prendre la parole, Voilà. c'est comme ça qu'ils disent un truc, et quand ça ne tient pas à gauche, la population se sent déçue, elle pense qu'elle est sacrifiée. Oui. Et à chacun de savoir que l'ARDC, c'est le seul État que nous avons. Oui. S'il y a un peuple X qu'on transplante ici, posez-vous la question où est-ce que vous irez. Mais si vous êtes sûr que vous n'avez pas un autre endroit où vous pouvez fuir, ça veut dire accompagner l'armée. Oui. Accompagner l'armée. Et il y a une autre formule, même si on y va, la façon dont on est parti, c'est pas encore consistant. Enfin, c'est pas encore consistante. C'est le service militaire obligatoire. Oui. Je suis d'accord avec cette option-là. Et c'est une option légale. C'est vrai, on a créé la RAD, mais la façon dont on est en train d'y aller, ça ne rassure pas. Mais les services militaires obligatoires permettraient que nous ayons un nombre important de réservistes, de telle sorte que quand nous sommes menacés, on voit que l'armée ne vient à notre secours, chacun peut se sauver en attendant que les secours de l'armée arrivent. Parce qu'il y a les services, selon cette loi-là. Si la CECOPSIO dit, dans les services militaires obligatoires, on peut se décider au sort d'une loi, on va faire l'université par exemple, tous les élèves, donc futurs étudiants, passent par exemple 6 mois de formation militaire. Maintenant, après cette période, si c'est une année, vous choisissez soit d'intégrer la vie militaire, soit la vie civile. Mais quand l'État est attaqué, on vous réquisitionne, donc vous devez vous battre. C'est ce qu'on est en train de vouloir faire avec la RAD. Et la RAD, c'est déjà légal, il y a déjà une loi par rapport à la RAD, c'est une loi qui date de 2003. Mais c'est l'opérationnalisation qui fait un peu de souci. Parce qu'on ne sait pas qui recrute, comment ça va se faire. Voilà. Et la définition des endroits. Alors, certaines personnes disent que ce n'est pas porté aujourd'hui avec la RAD parce qu'on est déjà en période de guerre. J'ai dit oui, il n'y aura pas État pour le faire. À l'absence de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on aime. Voilà, voilà. Merci, monsieur Lassignat, merci, monsieur Caputou. Je rappelle que vous avez été notre invité dans cette émission. D'ailleurs, une émission qui est en train de toucher à sa fin. Et avant vraiment de la boucler complètement, je vais tout d'abord vous remercier pour les différentes réponses fournies. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Je vous appelle, c'est aussi un honneur d'être venu partager avec vous et avec les téléspectateurs de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, à votre tour. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. J'ai été Christian Osekayo devant ces microphones, sous la réalisation de Nzanzu Silent, la technique de Milto Caponi. Vraiment, je vous dis merci. Je souhaite tout de même une bonne fête du 8 mars à toutes les mamans, à toutes les filles qui sont en train de nous suivre à pareil instant. Vraiment, fêtez. Trémoussez-vous bien, nous sommes toujours là. Écoute de l'UAC, c'est par là que nous la bouclons et nous vous disons merci, surtout excellent week-end. Merci. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière,